vous Je donne la vous souhaite une cordiale bienvenue. à ce Webinar qui va porter sur l'eau de pluie. Dieses Webinar zum Thema Regenwasser. Kurz als zweisprachige Einführung noch das nächste Slide. Ich werde ab jetzt den ersten Teil der Einführung auf Französisch machen. À partir Das de heißt, maintenant, la alle première partie de l'introduction se Deutschsprechenden, fera en ihr français könnt auch et les germanophones eventuell den sont Sprachkanal priés de wählen. choisir le Das canal Webinar wird qu'ils übersetzt auf souhaitent Französisch, en respektive cliquant sur von le globe Französisch auf Deutsch. parce que le Pour webinaire le sera moment, je vais interprété continuer à dans les deux procéder langues. maintenant avec l'introduction en français. Mais il y aura aussi une présentation en allemand. Donc, si vous voulez choisir la traduction simultanée pour la présentation allemande, vous pouvez aller sous interprétation et choisir le canal francophone pour la traduction simultanée. Pour les questions, je vous prie d'utiliser la foire aux questions et de les écrire directement là-dedans. Vous avez aussi la possibilité d'évaluer les questions des autres personnes, donc de cliquer pouce vers le haut si vous trouvez une question énormément passionnante ou pertinente. Et on va avoir chaque fois après la présentation un petit tour de table pour répondre aux questions. Et là, vous auriez, si nécessaire, aussi la possibilité de participer à vive voix à travers votre microphone. Je vais faire à la fin, je vais lancer aussi un petit sondage pour avoir un peu un retour sur la qualité de ce webinaire, sur le contenu, la qualité des présentations et de la traduction simultanée. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer des nouvelles idées pour les futurs webinaires. Donc, je vous invite à participer à ce sondage qu'on fera à la fin du webinaire. Le webinaire, il est enregistré. Il sera mis à disposition dans environ 2 semaines sur le site Ville Éponge sous les webinaires RFA publiés. Et une explication sur le projet Ville Éponge du VSA. Vous trouvez une présentation dans le cadre du premier webinaire que vous trouvez sous le lien ici. Sous la page, vous avez trouvé le lien Zoom pour vous inscrire à ce webinaire aujourd'hui. Vous trouvez depuis 2 heures cet après-midi aussi toutes les présentations en format PDF. Donc, vous pouvez aussi télécharger ces présentations si vous voulez vous prendre des notes ou autres. Et avec ceci, j'ai terminé l'introduction et j'aimerais passer au vif du sujet. On va s'occuper aujourd'hui des eaux de pluie qu'on peut considérer soit comme ressources, soit aussi comme eau usée en fonction du projet et des questions qu'on se pose. On aura d'abord Sylvain Daouk de notre plateforme qualité des eaux qui va nous faire un input scientifique sur, on va dire, les sources de pollution pour les eaux pluviales et quelles sont peut-être les sources déterminantes et aussi qu'est-ce qu'on peut faire ou quelles sont les mesures à prendre à la source. Par la suite, on aura Katharina Schultes et Philippe Beuter qui vont faire une présentation ensemble où ils vont nous montrer vraiment dans le cas pratique comment ces questions qui portent sur la qualité des eaux pluviales peuvent influencer une planification de type ville-éponge euh, avec des exemples concrets. Avec ceci, j'aimerais passer la parole à Silouane. Donc, je vais terminer mon partage d'écran et je t'invite, Silouane, à partager ton écran et ton micro. Silouane, il a un PhD en sciences d'environnement. Il a travaillé d'abord comme chimiste auprès du canton de Vaud et depuis 2017, il est collaborateur à la plateforme qualité des eaux du VSA qui se situe à Léavague et surtout depuis cette année, il est aussi co-responsable de cette plateforme. Donc, c'est un pro de la qualité des eaux et je me réjouis de voir ta présentation. Merci beaucoup d'être là. Je Merci. voyais tout à l'heure ton Oui, partage d'écran, mais là, il a disparu. je vais juste essayer de changer d'écran parce que en fait, sinon, voilà, je voyais les notes et puis ça va pas du tout. Merci pour Là, c'est parfait. l'introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. On t'entend et on voit. Parfait. Merci à toi. Excellent.
Alors, je vais vous parler un peu de cette pollution des eaux de pluie urbaines, et puis bah, j'ai structuré ma présentation avec tout d'abord une partie sur justement quelles sont les différentes substances qu'on peut retrouver en milieu urbain une fois que la pluie tombe dans le cadre de ce grand cycle de l'eau urbain. Et puis la dynamique un peu de cette pollution. Et puis pour ça, j'ai pris plutôt deux exemples principaux, les biocides dans les façades et les toits. Et puis aussi, je vais vous parler un peu des abrasions des pneus euh, avant de, comme a dit Sylvia, d'esquisser un peu des recommandations pour des mesures à la source avant de conclure. Alors, je me suis amusé un petit peu à ici vous présenter une image générée par intelligence artificielle d'une ville éponge avec façade en bois et voiture. Bon, c'était un peu pour planter le décor et puis pour voir finalement identifier quelles sont les potentielles sources de pollution des eaux de pluie une fois qu'elles rentrent en contact, cette eau de pluie, une fois qu'elle rentre en contact avec le mobilier urbain ou ce qui s'y trouve. Voilà. Donc on peut dire il y a pas mal de choses. Donc, tout d'abord, si on pense à, voilà, dans le cadre de la ville éponge, à faire des toits végétalisés, bah, souvent il y a des membranes synthétiques qui sont utilisées pour faire des couches, pour pas que justement l'eau pénètre dans les bâtiments. Donc, donc là, il y a pas mal de substances qui sont souvent ajoutées, que ce soit des plastifiants type phtalate ou alors des agents de vulcanisation si on a face à des caoutchoucs comme le benzothiazole ou alors des oxydes de zinc. Et puis évidemment, tout ce qui est isolant, mousse isolante, comme des mousses polyuréthane, là vous avez parfois des retardateurs de flamme, donc c'est des substances qu'on ajoute pour limiter leur caractère ignifuge. Euh, et puis dans certains cas aussi, on a des fois des couches de bitume, dans ce qu'on appelle les laies de bitume. Et puis là, elles sont souvent traitées avec des herbicides, donc pour limiter la prolifération des racines dans la structure du toit. Euh, et puis souvent, bah, que ce soit dans les toits, mais aussi dans les façades, on a des enduits ou des peintures qui contiennent bah, des herbicides ou alors des fongicides. Euh, voilà, bah, on va y revenir. Après, voilà, de plus en plus, on a des façades en bois dans nos villes. Et puis là, on a aussi des fois des substances qui sont utilisées pour protéger le bois. Donc, c'est souvent aussi ben, soit des fongicides pour lutter contre les moisissures, soit des insecticides pour lutter contre les dégradations de certains parasites sur le bois. Donc là, après, on a parfois aussi dans les structures immergées en béton des résines époxy qui sont utilisées. Donc là, ils peuvent contenir aussi des substances de la famille des bisphénols, par exemple. Ou alors, ben, là, je vais vous en parler un peu plus en détail, ben, dans tout ce qui est place de parking ou haute chaussée, disons, on trouve des substances qui sont liées à l'abrasion des pneus ou au trafic routier. Mais là, je vais aussi vous en parler un peu plus en détail après. Mais là, c'est principalement bah, des microplastiques, mais surtout des agents de vulcanisation qui sont finalement dans le pneu, inclus dans le pneu et qui vont se retrouver ensuite dans les eaux de chaussée. Et parfois aussi, on a des pollutions donc aux hydrocarbures, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Je l'ai dit aussi dans le béton, on a des fois des adjuvants qui sont utilisés dans les préparations en béton. Donc là, il y a certaines substances comme le sulfonate de naphthalène qui sont utilisées. Et puis après, il y a tout ce qui est utilisé en milieu urbain. Alors on pense aux particuliers, évidemment, qui euh, chez eux vont peut-être vouloir lutter contre certains insectes qu'ils considèrent comme nuisibles ou arachnides, parce que là, on a surtout des insecticides qui peuvent être appliqués en milieu urbain.
Donc voilà, c'était un peu pour vous brosser un espèce de panel de substances potentiellement présentes dans nos milieux urbains et qui vont finir d'une manière ou d'une autre dans les eaux. Mais je vais vous détailler un peu plus justement en détail ces dynamiques. Et pour ça, je vais d'abord vous parler des enduits, enfin des substances qu'on retrouve dans les enduits, dans les peintures, et puis que ce soit dans les façades ou dans les toitures. Alors, pourquoi protéger les façades et les toitures? Bah, c'est les bâtiments qui sont exposés aux intempéries, donc il y a des cycles voilà, de pluie, de soleil, et puis bah, il y a des fois des spores, de champignons ou des algues qui vont atteindre ces façades, et puis avec le temps et les nutriments potentiellement présents et l'énergie solaire, bah, ils vont se développer. Donc, l'idée d'utiliser ces substances biocides dans les peintures pour façade ou alors dans les toitures, bah, c'est pour se protéger contre ces proliférations d'algues ou de champignons. Et donc là, c'est principalement des fongicides, des herbicides, des algicides qui vont être utilisés. Alors, alors souvent, là, je vous ai montré un petit schéma pour vous dire, bah voilà, effectivement, on a les cycles de pluie. Donc, les biocides qui sont contenus dans les peintures de façade, ben, si la façade se mouille, ben, il va y avoir des phénomènes de diffusion de ces substances vers la surface. Et puis après, avec des phases de séchage et puis d'irradiation, enfin d'exposition au soleil ou aux UV du soleil, bah, il peut y avoir des transformations chimiques, photodégradation, ce qu'on appelle. Et puis là, on peut aussi avoir des produits de transformation qui sont créés avec l'énergie solaire. Donc là, on parle de produits de dégradation. Notamment ici, c'est le cas de la terbutrine qui va se transformer avec ce qu'on appelle euh, des métabolites, donc ou produits de transformation, hydroxy ou sulfoxyde, voilà. Donc là, c'est schématisé, puis vous voyez en rouge que en fait, souvent ces biocides, ils sont encapsulés, donc ils sont dans les peintures, ils sont contenus dans des microsphères de polymères. Ça permet d'augmenter la durée de vie de l'efficacité de ces traitements. Ici, vous voyez dans le graphique du bas la différence entre euh, la terbutrine qui est encapsulée à gauche et puis la terbutrine qui n'est pas encapsulée dans l'axe du temps. On voit bien que la terbutrine non encapsulée va se faire lessiver beaucoup plus rapidement au niveau de la façade que les produits encapsulés. Donc après, on a, bah, comme je le disais, tout le cycle de l'eau. Donc si en bas de la façade, bah, on a un sol, ça va s'infiltrer dans le sol. Après, ça peut finalement atterrir soit dans les eaux de surface, soit dans les eaux souterraines par infiltration et puis ensuite lixiviation ou ruissellement. Après, si c'est combiné avec l'évacuation des eaux, notamment bah, en milieu urbain, on a souvent un système qui est soit unitaire, soit séparatif. Donc, soit on a les canalisations d'eau de pluie qui vont rejoindre le réseau d'eau usée, et puis ça va finir à la station d'épuration avant de finir dans les eaux de surface en aval. Soit on a du séparatif et à ce moment-là, bah, on a aussi une différence avec les eaux de pluie qui vont rejoindre directement le milieu naturel ou les eaux de surface. Euh, voilà. Après, on a toujours aussi les déversoirs d'orage. Donc, si le réseau il n'est pas capable d'assimiler toute la pluie, donc on peut avoir libération aussi d'une partie des eaux usées non traitées qui va finir dans les eaux de surface. Donc ça, c'était un peu pour la dynamique de ces substances de biocides de façade. Comment est-ce qu'elles se retrouvent finalement, au final, dans nos eaux de surface?
Alors après, on peut se poser la question, mais combien de ces biocides sont utilisés dans ces différents domaines? Donc là, j'avais cité les produits qui sont utilisés soit dans les peintures, soit dans les enduits, mais il peut y avoir aussi, donc j'ai parlé des façades en bois, donc là, on a les biocides qui sont classés, donc qui sont régulés avec l'ordonnance sur les produits de biocides en Suisse et au niveau européen. Et il y a différents types de produits. Donc là, vous avez trois types de produits. Les classes plutôt protection des revêtements ou alors protection pour les matériaux de construction, sauf bois. Et puis le type 8 qui est produit de protection pour bois. Et puis, bah, on peut faire des estimations un peu grossières de ces quantités utilisées. Simplement, bah, ça, c'était une estimation qui a été faite il y a une dizaine d'années par Michael Burkhardt et Ditchweiler. Donc là, c'était des estimations assez grossières. C'est très difficile d'avoir des données précises sur ces quantités de biocides utilisées. Après, c'est intéressant d'avoir finalement les quelques quelles sont les substances qui sont dans quelle catégorie pour savoir dans quel cas de figure je vais retrouver plutôt telle substance. On est plutôt sur la terbutrine ou plutôt sur le diuron, ou alors on est plutôt au niveau des traitements du bois sur des fongicides azolés type propiconazole ou tebuconazole, ou alors encore des insecticides comme la permétrine ou le thiaclopride, soit voilà, des insecticides. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordonnance sur les produits biocides a été modifiée au 1er janvier de cette année, 2024. Donc, euh, l'idée, c'est d'introduire une obligation de communiquer sur ces substances et quelles quantités de ces produits sont mises sur le marché chaque année. Et ça va permettre de mieux connaître les quantités qui sont vendues chaque année. Donc ça, cette obligation, elle concerne les titulaires d'autorisation, les fabricants, les importateurs. Et puis la première communication, elle va se faire l'année prochaine, au 31 mai 2025. Donc ça veut dire que ce sera seulement fin 2025 qu'on va avoir vraiment les quantités précises qui ont été vendues en 2024 dans ces différentes catégories de produits biocides. Après, ben, comme je vous ai parlé des herbicides aussi dans les laits de bitume, là, c'est des produits chimiques qui sont considérés comme des produits chimiques industriels et ils ne sont pas soumis au même régime que les produits biocides. Donc là aussi, on n'a pas d'estimation de quantité dans ce type d'application d'herbicides là. Là, c'est principalement bah, le MCPA et puis le make-up propre qui sont concernés, donc les herbicides. Après, donc voilà, ça c'était un peu une estimation un peu des quantités utilisées. Après, comment est-ce que une fois que ces substances biocides sont lessivées de la façade ou du toit, euh, quelle est la dynamique? Là, je vous présente ici les études, les résultats d'une étude de Michael Burkhardt de la Haute École de Suisse orientale qui avait été faite sur mandat de l'Office fédéral allemand de l'environnement. Ils ont étudié donc une zone avec des bâtiments résidentiels à Berlin avec différentes configurations. Mais il y avait aussi des places euh, d'accès. Et puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré en bas de la façade ou en bas de la toiture les différentes substances. Ils ont fait ça sur 1 an et demi. Donc sur 1 an et demi, ils ont analysé les substances pour une vingtaine d'événements pluvieux et ils ont mesuré ces différentes substances. Ce qu'on voit, c'est que bah, on a typiquement des herbicides de type mécoprop. Euh, on voit qu'il vient principalement des émissions liées aux toitures, alors que pour les façades à gauche, ici vous avez beaucoup plus le diuron et puis aussi l'OIT, donc l'octylisothiazolinone. Donc là, on a des concentrations en bas de façade ou juste en sortie de toiture qui sont relativement élevées. Là, on parle de 1000 microgrammes par litre.
Puis après, ils ont mesuré aussi dans la canalisation donc d'eau de pluie en bas de quartier, disons, on va dire en bas du bâtiment à l'exutoire du quartier. Et là, ils ont aussi mesuré des concentrations élevées, donc de plusieurs dizaines de microgrammes par litre, notamment pour le make-up propre, mais aussi pour le MCPA et le diuron et la terbutrine et les produits de transformation de la terbutrine. Vous avez aussi là en rouge indiqué les valeurs de normes de qualité environnementale qui ont été dépassées dans certains cas, notamment pour la terbutrine et le diuron. Et puis, ben, ça, je vous présente donc après ces substances biocides, elles se retrouvent dans les eaux de surface. Donc, comme je le disais, là, c'est les données NAVA, donc c'est la surveillance, enfin, c'est le monitoring national au niveau des eaux de surface en Suisse. Le programme micropolluant mesure pas mal, enfin, environ 80 substances on continue dans une quarantaine de stations en Suisse. On a certains de ces substances qu'on détecte, comme la terbutrine qui montre un pic ici dans un petit cours d'eau zurichois, plutôt à caractère urbain. Et puis on voit qu'il y a un pic. Alors, euh, euh, on voit bien la dynamique donc, de cette substance. Après, au niveau du rein, donc à Bâle, là, on a des facteurs de dilution extrêmement énormes. Donc là, on voit typiquement le carbendazime qui montre qu'il est détecté régulièrement, même dans le rein. Donc, on retrouve ensuite ces substances. Voilà, ça c'était pour les biocides utilisés en façade et en toiture. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des substances et des microplastiques, des abrasions des pneus. Ça a été montré récemment que c'est la source principale des microplastiques dans l'environnement. On estime, ici c'est l'Institut fédéral des études sur les matériaux, l'EMPA, qui a montré que ils estimaient environ 10 000 tonnes par année l'émission de résidus de pneus dans l'environnement. Et puis, dans ces résidus de pneus, il y a des substances toxiques qui sont associées, en fait, et qui peuvent finir dans l'environnement. Donc là, encore une fois, soit il y a une bonne partie qui va finir sur le bas-côté, sur des routes, donc dans les sols. Et puis ensuite, bah, il y en a aussi une partie qui va se retrouver dans les eaux, donc soit via les canalisations ou les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée, on va retrouver ça au niveau des steppes, ou alors on va retrouver ça directement dans les eaux de surface. Là, je vous présente encore une étude sur ce type d'abrasion des pneus. Donc là, c'était en Allemagne, ils avaient une route qui était relativement fréquentée. Donc, c'était un trafic journalier moyen de 26 000 véhicules par jour. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé les sédiments qu'ils retrouvaient dans le bassin de sédimentation. Et là, ils ont analysé, donc là, vous avez la liste des substances sur la droite avec bah, principalement en noir, rose, on a les benzothiazoles, donc c'est ces agents de vulcanisation qui sont utilisés lors de la fabrication des pneus pour les rendre plus élastiques, plus souples. Et puis on a aussi une panoplie d'autres substances. Alors évidemment, ils n'ont pas trouvé que des substances associées aux pneus, ils ont aussi trouvé un pesticide et puis un, un édulcorant, mais ils ont principalement trouvé des additifs associés aux pneus. Et puis après, ils ont testé ces sédiments contaminés sur des larves de chéronomes. Donc les larves de chéronomes, c'est des petites larves d'insectes, donc comme des petites mouches. Et puis ce qu'ils ont vu, c'est que bah, il y avait des effets sur euh,
déjà à partir de 10% de sédiments dans la masse exposée, il y avait des effets sur la mortalité, sur la reproduction, et puis finalement sur la reproduction de la population. Donc pour dire que ces substances qui sont associées à des résidus de pneus peuvent avoir des effets toxiques sur les organismes aquatiques ensuite. Voilà ce qui m'amène à la dernière partie de mon exposé sur les recommandations qu'on peut avoir. Ici, vous avez la pyramide euh, des recommandations, donc avec à la base des mesures préventives. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre en place des mesures à la source pour éviter ce type de pollution? Donc là, euh, ce serait un peu la base, c'est-à-dire qu'il faut d'abord considérer les mesures préventives avant d'aller finalement discuter des types de produits, et des types d'utilisation, donc plutôt en haut de la pyramide. Et puis évidemment, au milieu, on a l'évaluation des risques. Donc, mesures préventives, on peut penser à des avant-toits, par exemple, dans la construction. C'est sûr que pour limiter l'exposition des façades qui sont potentiellement traitées, ou avec des peintures traitées, on va limiter un peu cette exposition. Après, il y a aussi les travaux réguliers d'entretien et de maintenance, finalement pour euh, finalement éviter ce travail qui est peut-être lourd, hein, qui est peut-être demandeur en termes de temps et d'énergie. On va favoriser les approches plutôt chimiques, mais quelque part, on pourrait aussi très bien remplacer avec un entretien régulier des bâtiments. Ensuite, l'évaluation des risques, c'est typiquement dans le cas où on peut justement, dans le cadre d'une surveillance un peu sur le bâti, de dire est-ce qu'on est en présence d'une infestation? À ce moment-là, on peut vite agir. Donc là, on va plutôt surveiller et agir si vraiment il y a besoin, plutôt que d'appliquer des substances chimiques au préalable, en voulant éviter à tout prix des problèmes. On va plutôt éviter donc encore une fois, c'est des coûts. euh, des efforts, mais effectivement, une fois qu'on fait cette évaluation des risques, on peut avoir euh, justement tous ces dommages qui peuvent rester faibles. Et puis au final, il y a le choix des produits et les utilisations. Donc, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les applique, comment est-ce qu'on les met en place au niveau des bâtis. On a parlé des produits encapsulés, donc il y a aussi des techniques pour faire en sorte qu'il y ait moins de lessivage de ces substances toxiques dans l'environnement. Voilà, après, il y a des labels. Là, c'est Suisse, la fondation Suisse Couleur, donc, qui met des labels. Donc, il y a de plus en plus de peintures qui sont labellisées euh, plus écologiques que d'autres, on va dire comme ça, comme ça. Mais bon, de manière générale, le cadre réglementaire, c'est de dire, en fait, les eaux polluées, elles doivent être traitées. Ça, c'est la loi sur la protection des eaux qui le dit. Et puis, on n'est pas autorisé à déverser ou à infiltrer des eaux polluées, avec évidemment les autorités qui vont contrôler tout ça. Donc ça, il y a des recommandations pour ça. Donc là, c'est la directive VSA sur la gestion des eaux urbaines par temps de pluie. Là, il y a différentes classes de pollution qui sont définies. Donc, on va avoir en fonction du type de toiture ou du type de façade, on peut avoir des classes de pollution plutôt faibles, moyennes, élevées. Si on a des toits qui sont en cuivre ou avec voilà, des surfaces euh, par rapport à l'environnement qui est plus ou moins grand. Et puis pareil pour les routes. Donc là, c'est aussi si en fonction du trafic journalier moyen, si une route elle est extrêmement utilisée, il y a un trafic dense, là on va avoir une classe de pollution élevée. Donc ces classes de pollution elles sont définies dans cette directive. Et puis ça permet ensuite de définir dans quel cadre on va avoir un besoin ou non d'un traitement avec installation. Si on veut faire de l'infiltration dans un sol,
à gauche, ou alors un rejet direct dans les eaux superficielles à droite. Et puis après, il y a encore des différences entre s'il y a justement infiltration dans un sol qui va quand même filtrer naturellement les choses ou pas. Et puis si on a donc le type de sol, l'épaisseur du sol, et puis aussi après au niveau des rejets directs, si on est dans un cours d'eau, avec quel débit, le quotient de déversement, enfin voilà, il y a tout qui est régulé et recommandé dans cette directive. Et puis dans le cas, bah, justement, de dire, bah, est-ce qu'on peut, c'est nécessaire d'installer un traitement spécifique pour infiltrer ou rejeter ces eaux de pluie contaminées. Et ben là aussi, on a un autre aide-mémoire qui va permettre de contrôler les performances pour les installations de traitement. Donc là, c'est une procédure harmonisée pour tester un peu justement ces substances et les rendements de rétention de ces substances, notamment sur les techniques de rétention de ces substances. Donc ça, c'est une base qui permet aux planificateurs et puis aux autorités de définir si oui ou non l'installation elle est de suffisamment bonne qualité et avec en complément de la directive de gestion des eaux pluviales. Donc là, c'est principalement basé sur les matières en suspension, mais aussi sur les micropolluants et puis les métaux lourds. Voilà, après bah, ça c'était pour un peu pour les eaux de toiture ou de façade, mais après pour les eaux de chaussée, bah, on voit qu'il y a un peu des différentes recommandations ou de mesures qui peuvent être prises, notamment sur le véhicule, déjà la pression des pneus, la géométrie des essieux, tout ça, ça fait que peut-être l'abrasion des pneus va être réduite. Après, le poids du véhicule et les performances. Ouais, j'ai mis un hashtag 2 chevaux. Donc effectivement, bah, le poids, c'est pas vraiment la tendance des dernières années de rendre les véhicules pour des questions de sécurité plus légers. Et puis après, il y a l'éco-drive aussi. C'est la manière avec laquelle on conduit. Et puis aussi la réduction de la vitesse autorisée dans les agglomérations va faire qu'on va avoir aussi moins d'abrasion des pneus. Après, pour limiter, bah, là, au niveau de la gestion des eaux de chaussée, pour limiter les rejets directs, bah, on a parlé aussi de ces bassins de décantation des eaux. Et puis après, ensuite, ça va être traité comme des sols pollués. Après, il y a on peut favoriser aussi l'infiltration ou les rejets dans le système unitaire, suivant où on se trouve. Là encore, il y a pas mal de possibilités. Et puis, une chose aussi, c'est augmenter le nettoyage des routes et l'entretien justement de ces collecteurs des eaux de chaussée. Ça permet aussi de limiter ensuite euh, les pertes dans l'environnement. Voilà, j'en aurais terminé avec cet aperçu général sur les substances potentiellement qu'on peut retrouver en lien avec la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. En résumé, on peut dire qu'il y a une multitude de sources potentielles de ces substances polluantes. Là, on en a vu deux aujourd'hui, donc les biocides utilisés dans la protection des matériaux, que ce soit les façades ou les toitures, et puis les adjuvants libérés par l'usure des pneus. Et puis, ben, ce qu'on a vu comme recommandation, ça doit toujours être considéré comme prioritaire, pardon, ces mesures à la source lors de la planification. Donc là, c'est la priorité zéro selon le VSA. Et puis évidemment, après, toutes les évaluations des risques et des mesures techniques possibles, ça, c'est à évaluer au cas par cas, mais il y a des recommandations qui existent, là, notamment des directives du VSA, mais aussi de l'Office fédéral des routes ou alors de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports. Tout ça est donc bien encadré en Suisse. Voilà, je vous ai mis des références et merci aussi aux personnes qui m'ont aidé à élaborer cette présentation, dont ChatGPT. Voilà, pour cette belle image de fin et merci pour votre attention. Merci Silouane pour cette présentation très intéressante.
pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Peut-être qu'il y a encore du public qui va rajouter une question, mais moi, j'ai une question qui m'est venue en tête en t'écoutant. C'est-à-dire, ben, il faut prioriser les mesures à la source. Donc, tu proposais par exemple les avant-toits pour protéger les façades, ce qui est assez logique. Je dis, si on regarde les bâtiments d'une certaine époque, ils avaient tous plus ou moins un avant-toit, parce que tout simplement, on n'avait pas encore les produits pour traiter le bois, pour traiter les peintures en 1200, on va dire. Euh, mais si on pense par exemple à des choses comme les membranes pour les toitures plates, ben là finalement c'est un peu difficile de définir une mesure à la source parce que c'est un élément qui est important. Si tu veux faire une toiture plate, tu es obligé d'avoir une membrane pour éviter que tu aies les eaux à l'intérieur du bâtiment. À quoi est-ce que tu peux faire attention dans le choix de ces matériaux? Bah, je pense que après, c'est une responsabilité un peu des entreprises qui mettent sur le marché ce genre de matériaux, voilà, de limiter un peu l'usage de ces biocides. Après, en tant que planificateur, c'est compliqué parce qu'on est toujours dépendant de ce qui existe sur le marché. Donc là, je ne saurais pas quoi te répondre. C'est plutôt peut-être sur les techniques. Là, je suis pas un expert en toiture plate, mais comment est-ce qu'elle est faite? Qu'est-ce qu'on utilise comme couche isolante? Et puis, est-ce qu'on peut finalement limiter l'usage de substances qui vont potentiellement se retrouver dans les eaux? Mhm. Je vois, j'ai vu qu'il y a quelques participants de producteurs ou de constructeurs de toitures plates, donc Ils ont peut-être peut-être plus de... qu'ils pourront nous donner des indications, par exemple, dans la chat. Mais j'ai vu qu'il y a une question qui est arrivée et elle porte sur les façades, surtout les façades en combinaison avec la végétalisation des façades. Euh, Tu vois là quoi comme possible mesure préventive si tu as une végétalisation, parce que tu parlais tout à l'heure d'herbicides ou de pesticides contre les araignées, etc. Est-ce qu'on arrive à prendre des mesures préventives à l'amont? Bon, je pense que la végétalisation des façades de manière générale, ça permet aussi de créer une couverture végétale qui va limiter l'impact du soleil et des pluies et sur la façade en elle-même. Euh, donc après, ça crée aussi un microclimat qui va peut-être être plus humide et donc favoriser aussi certains développements. Donc là, euh, c'est, c'est, c'est aussi surtout en tout cas garder un bon espace entre la végétalisation et la façade en elle-même pour limiter ensuite les entretiens du bâti à long terme. Mais il y a moyen de combiner, je pense, justement euh, les deux aspects, quoi. Mhm. Je vais prendre ça aussi avec comme question parce qu'on va probablement faire un webinaire avec Focus façade végétalisée l'année prochaine. Donc, Super. on va prendre ça avec. Et l'autre question que je me posais, c'est, on n'a pas vraiment parlé en détail sur les produits pour la protection du bois. Là, il y a d'un côté les façades en bois. Je pense que là, c'est effectivement, on va dire, des professionnels qui les mettent en œuvre. Mais j'ai été récemment au Bauhaus où tu peux acheter tout ce que tu veux toi-même pour faire ton truc. Et puis, on voit toujours plus aussi de ces terrasses dans les jardins unifamiliaux qui sont faits avec ces planches en bois. Est-ce que tu sais nous dire aussi à quoi faire attention là-dedans? Parce que je pense que la majorité de ces planches-là ont exactement le même type de produit de traitement dedans, comme les façades. Ou même Bon, après, pire, peut-être. bon, Je sais de ce pas. que je sais, c'est qu'il y a quand même un effort qui est fait au niveau des producteurs, justement, du bois. Là, il y a la fêtière, je crois que ça s'appelle Lignum en Suisse, qui, voilà, c'est-à-dire que les techniques de traitement, avant, on utilisait beaucoup la créosote et puis l'oxyde de cuivre pour traiter le bois. Et puis de plus en plus, en fait, on va faire un traitement plutôt au niveau thermique. Donc, on va traiter le bois au préalable en chauffant et puis du coup on va limiter beaucoup et du coup on n'utilise plus du tout de ces biocides en traitant thermiquement le bois en préparant
techniquement les pièces de construction en bois, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Je savais Oui, pas. Merci donc là, beaucoup pour ça. voilà, l'industrie, quand même, Elle bouge quand même. ça bouge, oui, oui, ça bouge. C'est bien de voir ça. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans la chat. Dans ce cas-là, je propose qu'on passe à la présentation suivante. Mais merci beaucoup, Silouane, pour cette présentation de ta part. Avec plaisir. Und dann wechsle ich auf Deutsch für die Einführung Parfait, von. je vais donc continuer de parler. Je parlerai en allemand pour introduire les deux prochains orateurs, Katharina Schultes et Philippe Beutler. Donc, Sylvain est prié d'enlever son écran. Katharina Schultes a un master en ingénierie écologique à l'EPF Zurich depuis 2020. Elle travaille auprès de la Hollinger SA comme responsable de projet drainage d'agglomération. Mais je crois que c'est plus joli de dire ville-éponge. Depuis quelques années, elle est un membre des Young Professionals auprès de la VSA. Elle est aussi membre du comité et c'est avec Philippe Beutler, donc elle va nous parler, qui est plutôt appartient à ma génération. Il a aussi un diplôme en gestion des eaux. Il travaille chez Hunzige Betatech depuis 1921. Il était aussi chez les Young Professionals de la VSA. Maintenant, il a dépassé ses dates, mais il continue d'être très actif. Les deux viennent de Winterthur et ils vont nous parler de la qualité de l'eau de pluie. Donc, on passe maintenant du côté scientifique présenté par Sylvain aux aspects plus pratiques et ils nous montreront comment ces thématiques qualité de l'eau usée ont une influence sur la planification de nos projets de ville-éponge et j'ai hâte de les entendre. On voit l'écran, donc tout est parfait. Oui, et on peut vous entendre. Merci Sylvia de cette introduction. Même si j'ai dépassé ma date de péremption, c'est un plaisir pour moi que d'être des vôtres et de nous exprimer sur ce sujet sur lequel nous nous sommes planchés aussi dans le cadre des Young Professionals du VSA. C'est un plaisir pour moi que d'en parler aujourd'hui. Nous avons choisi de nous intéresser à la question suivante. L'eau de pluie, est-ce une ressource ou est-ce que ce sont des eaux usées? C'est vraiment la question centrale qui intervient, que l'on doit se poser dans le cadre de la gestion des eaux. Le cas classique qui nous intéresse dans l'évacuation des eaux dans les agglomérations, les zones habitées, c'est ce que vous voyez ici. On a un événement de pluie. Qu'est-ce qui arrive s'il y a trop de pluie et si cette eau déborde des canalisations? Donc, nous avons de l'eau mixte qui déborde et cette eau n'est certainement pas propre parce qu'il y a beaucoup plus de parts d'eau usée que de ressources et probablement que l'eau pluviale qui s'y trouve est déjà perdue comme ressource jusqu'à ce qu'elle ressurgisse à un autre endroit dans le cycle de l'eau. Quel est notre objectif? C'est un peu la situation à droite, dans un espace urbain avec de l'eau pluviale et à beaucoup d'endroits, des infrastructures vertes et bleues qui ont été aménagées. On peut gérer l'eau pluviale sur place, elle reste là où elle tombe. Et là, vous voyez par exemple l'eau de pluie ici est plutôt du côté des ressources, mais il y a quand même une part d'eau usée, eau pluviale usée. Quand l'eau tombe sur des surfaces et qu'elle ruisselle, elle devient automatiquement des eaux usées. Donc il n'y aura plus d'eau pluviale propre. Mais vu que la pollution est faible, la situation de départ est beaucoup plus favorable pour gérer cette eau usée, eau pluviale. Et on peut, par exemple, la retenir, la donner aux plantes. Il y a l'effet d'évaporation qui intervient. Et nous pouvons bien sûr, sur place, par le biais d'infiltration du sol vivant, ramener l'eau au cycle aquatique. De toute manière,
L'eau pluviale est toujours des eaux usées et toujours une ressource. Ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Et vu que c'est une ressource, on souhaite le gérer. Et en dernier recours, seulement l'évacuer. Mais comme c'est aussi des eaux usées, comme elle peut contenir des substances, comme nous avons entendu dans l'exposé de Sylvain, nous devons toujours nous demander quelle est la part de ces substances. Ces substances sont-elles problématiques que nous devons faire? Nous avons donc déjà répondu à la question essentielle et on peut en rester là. Non, bien sûr que non, parce qu'il faut aussi voir comment on planifie. Comment de ces eaux usées, comment sont-elles transformées en ressources? En principe, on peut dire que si vous êtes ceux qui font des planifications d'évacuation des eaux, vous dépendez beaucoup de la qualité ou de la pollution de cette eau pluviale au départ. Et les substances qui y sont dépendent aussi d'autres planifications spécialisées qui ont eu lieu en amont. Nous savons aussi que moins il y a de pollution dans l'eau de pluie, plus nous avons de la marge de manœuvre et plus nous pouvons, à plusieurs endroits, dans plusieurs conditions cadres, véritablement la gérer. Et plus nous arrivons à tenir compte de l'eau de pluie dans la planification, idéalement tout au début, plus nous pouvons gérer les quantités d'eau de pluie et aussi les différentes qualités ou plutôt les pollutions pour au mieux éviter que l'eau ne soit polluée. Afin de mettre en œuvre ces principes, nous nous sommes fixés des objectifs suivants et c'est présenté ici. Nous voulons plus souvent être du côté des ressources et moins souvent d'être du côté de l'évacuation des eaux de pluie. Nous voulons bien faire notre travail en tant que planificateurs spécialisés, mais nous dépendons aussi des autres. Donc, nous devons savoir comment parler du sujet eau de pluie dans plusieurs forums. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Si vous évitez une pollution, c'est mieux que ensuite devoir retirer les substances de l'eau polluée. Et là, nous pouvons faire quelque chose et d'autres instances également. Ça, c'est le cas tel que nous le souhaitons rencontrer plus souvent à l'avenir dans l'espace urbain. Ce ne sera pas possible partout, mais ça, c'est un cas idéal où on peut vraiment gérer l'eau de pluie comme au paradis. Il y a des revêtements perméables, donc il n'y aura pas d'écoulement ou de ruissellement d'eau. Il y a l'ombre, il y a des zones d'évaporation. Et ce sont des espaces qui ont un certain âge, qui ne sont pas là depuis 2 ans, de la végétalisation à plusieurs endroits, où on peut introduire l'eau qui vient des toitures, qui s'évapore et qui s'infiltre. Il y a des espaces verts qui font que les surfaces sont pas toutes planes au même niveau que les chemins. Il y a des surfaces d'infiltration et des espaces de rétention. Ça, c'est notre idée un peu du paradis. C'est idéal parce que là, on peut gérer les eaux pluviales comme nous le souhaiterions. Mais encore une fois, ce n'est pas possible partout. Pourquoi? Ici, vous voyez que du coup, nous sommes à la surface. Nous avons besoin de superficie. Et je vais aller un tout petit peu plus loin. Vous connaissez peut-être ce graphique si vous vous intéressez à la gestion des eaux pluviales, à la planification ville-éponge. Quand l'eau tombe, quand il y a des précipitations, on voudrait les gérer de manière décentrale par des infrastructures bleues et vertes, les répartir, les distribuer pour les avoir à plusieurs endroits plus petits. On veut que les infrastructures résistent, même quand les précipitations sont fortes. Donc, on a besoin de chemins, on a besoin du ruissellement de surface et on souhaite que l'eau pluviale retenue reste disponible le plus longtemps possible. Et j'ai déjà parlé de cela. Tout cela va agir dans l'espace. Donc, on s'éloigne du sous-sol, on a des systèmes d'infiltration dans le sous-sol, mais là, on évolue surtout à la surface. Et là, du coup, il y a une compétition
pour les surfaces urbaines qui, de toute manière, sont denrées rares. Alors, on est là, on dit, nous aussi, on voudrait une part de ces surfaces. Cette orientation existe depuis quelques années seulement et elle a gagné en intensité. Beaucoup d'espaces sont occupés et nous devons vraiment essayer d'agir dans l'espace par notre approche gestion de l'eau pluviale. Et il y a plusieurs approches, plusieurs points d'ancrage. Une possibilité, c'est de commencer vraiment en amont, dans la planification, dans l'aménagement du territoire. Ce graphique vient d'un rapport de l'OFEV et de l'AREM, donc vide éponge, paysage éponge, etc. Et tout ça commence par les plans directeurs, on descend les échelons et on arrive au plan d'affectation. Vous voyez du côté gauche du graphique, donc ou planification de l'eau pluviale, avec un point d'interrogation parce qu'elle n'existe pas en tant que telle, mais il y a plusieurs niveaux et étapes de planification qui tiennent compte de l'eau pluviale. Cependant, il manque un lien entre les deux. Et le rapport propose aussi une stratégie communale de gestion des eaux pluviales. Nous sommes en train de nous pencher sur cet instrument de planification à plusieurs communes pour voir comment il fonctionne et comment nous pouvons faire pour tenir compte des aspects d'aménagement du territoire et de les combiner avec la gestion des eaux pluviales. La première possibilité est de commencer très tôt au niveau des plans d'affectation, de ne pas seulement parler des qualités ou de la pollution des eaux, mais de déjà fixer des objectifs. Nous avons vu que dans les plans directeurs, très souvent, le sujet des eaux à évacuer est abordé, mais jamais vraiment approfondie et la gestion des eaux usées brille par son absence. Mais quand on fait des planifications d'objets, on a besoin de l'espace, on a besoin des superficies. Et pour cela, il faut déjà tenir compte de l'eau pluviale beaucoup plus tôt, des années avant ensuite de se pencher sur certains bâtiments ou certaines zones dans les quartiers. Ce sont peut-être des vœux pieux. Et en fait, à l'époque, on parlait d'une liste des vœux. Je sais bien qu'on ne pourra pas le réaliser dans quelques années, demain, mais peut-être dans quelques années, mais on devrait quand même se lancer maintenant. Et on va voir s'il y a d'autres points d'ancrage possibles. Oui, merci pour tes propos. Et bonjour de ma part également. Je continue avec l'ancrage de l'eau de pluie dans l'aménagement du territoire. À côté de l'ancrage de l'eau de pluie dans les plans directeurs et dans les stratégies d'eau, il y a la possibilité aussi d'intervenir au niveau de l'aménagement du territoire ou de l'aménagement des agglomérations. Vu que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, j'ai simplement inséré un lien vers un article. Là, vous trouvez aussi quelques idées, donc de tenir compte de ces points, par exemple la rétention sur les toitures, les surfaces extérieures, mais aussi limiter tout simplement le développement urbain. Ensuite, les plans d'affectation et la planification de l'aménagement. Il faut savoir que ces plans sont souvent mis à jour, on les voit à de nouveaux endroits. Et là, c'est toujours une occasion pour nous d'intervenir en tant que gestionnaire des eaux pluviales. Il y a le nouveau guide PGE. Nous nous en réjouissons. Et là, on parle vraiment déjà de la gestion des eaux pluviales. Nous avions proposé très tôt donc, par exemple, de mettre au point des concepts d'évacuation ou de drainage et la commune peut s'y référer. Par exemple, dans le cadre des autorisations de construire, pour déjà savoir à ce niveau-là comment on gérera l'eau pluviale. Ensuite, il y a des enquêtes, toutes les bases, les bases autour du cycle d'eau. Quel est l'état des lieux? De quoi a-t-on besoin?
On regarde les cartes d'infiltration. Voilà, tout simplement pour montrer ce qui existe déjà autour de la thématique cycle de l'eau. Ensuite, alors notre travail fait partie intégrante de la planification de l'eau de pluie, mais il y a d'autres mesures dans des domaines proches. Par exemple, s'il y a des stratégies qui portent sur le climat, il y aura toujours des interfaces avec notre thématique. Deuxième point, c'est le nouveau TP ruissellement de surface qui va être consigné dans une loi et qui prévoit une approche pragmatique dans la gestion du ruissellement des eaux, du ruissellement de surface, surtout en cas de précipitations très fortes. Ce sujet a souvent été négligé. Donc, on considérait plutôt les analyses wet spot, la catastrophe des événements, etc. Ce nouveau guide sera valable à partir de 2025 et il résume les points essentiels. Vous en avez peut-être déjà parlé. Et là, j'entre un peu plus dans le détail. Dans la planification de projets ou d'objets, ici, on voit ce qui a été fait jusqu'à présent. Et on le voit toujours dans le cadre de contrôle que le sujet de l'eau pluviale surgit trop tard. Ce n'est Donc, parfois, on élabore un concept d'évacuation avec les eaux usées ou les eaux mixtes, mais souvent vraiment vers la fin d'une planification d'un objet, d'un bâtiment, d'une zone. Et là, finalement, on a peu de marge pour changer le projet de manière essentielle. Nous plaidons donc pour une approche différente. L'eau pluviale ne doit faire l'objet de l'évacuation, mais de gestion. Au tout début, déjà dans les phases de planification SIA, formuler nos objectifs, comment gérer l'eau de pluie. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas simplement de minimiser l'eau de pluie ou l'évacuation de l'eau de pluie, mais on peut aussi obtenir d'autres effets, par exemple atténuer la chaleur, encourager la biodiversité, etc. Dans les études préliminaires, il est important de réunir toutes les bases, de déjà réfléchir à une mise en œuvre, peut-être au volume que nous envisageons. Et concernant la pollution, il faut aussi savoir quelles sont les attentes à peu près, à quel point cette approche sera utilisée pour que plus tard, pour le projet préliminaire et le projet construction, nous pouvons attribuer à chaque projet une surface, certains niveaux de pollution et avoir un projet intégral. La procédure de choix est importante, et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Et quand on choisit certains projets, quand on étudie plusieurs variantes, il faudrait que la gestion de l'eau de pluie soit un critère dont on tient compte pour retenir la meilleure variante possible. Et je repasse la parole à Philippe, qui va nous parler de la planification dans une certaine zone. Situation, dass wir Regenwasserbewirtschaftung machen wollen, aber eigentlich alle Planungen im Moment auf die Regenwasserentsorgung Très bien. ausgelegt sind. Donc, la planification est plutôt axée sur l'évacuation des eaux pluviales, alors que nous souhaiterions l'axer plutôt sur la gestion des eaux pluviales. Donc, nous allons à Zurich. Il s'agit du site de la caserne au centre de Zurich. C'est une aire de 6,5 hectares que vous voyez en bleu. La gare centrale de Zurich à peu près la même taille. Ça vous donne une idée d'où nous nous trouvons, quel est l'ordre de grandeur. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette aire a déjà une histoire assez longue et depuis de nombreuses années, il existe différentes étapes de la planification.
Cela dure depuis 10 ans déjà. Quelle sera l'utilisation et l'aménagement de ce site? Ici, vous avez une visualisation 3D à droite. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a déjà beaucoup de constructions, mais il y a également des surfaces et il y a des surfaces qui sont scellées, d'autres qui sont des surfaces vertes, ce qui permet d'avoir des conditions assez favorables pour faire une gestion des eaux de pluie. Donc, il y a eu un concept d'exploitation et d'aménagement et nous avons pu fournir le concept de drainage de surface. Il y a une planification pour la réduction de la chaleur en ville de Zurich et donc, en lien avec cela, nous essayons de proposer des mesures de gestion des eaux de pluie qui pourraient être mises en œuvre sur ce site. C'est ce que nous avons fait. Donc, maintenant, ça fonctionne. À gauche, vous avez une vue d'ensemble de ce concept de drainage de surface. Nous sommes dans la phase 1.1 que Katharina vient de décrire. Donc, c'est vraiment très au début du projet et nous pouvons donc élaborer ce concept de drainage de surface. Nous avons regardé les différentes surfaces. Que sont-elles? Qu'en faisons-nous? Où pouvons-nous faire en sorte qu'à l'avenir, ces eaux pluviales ne finissent pas dans le canal, mais puissent être gérées sur place. Il s'agit donc également de voir quelle est la pollution de ces eaux, d'où viennent les différentes eaux de pluie selon les différents événements pluviaux et de quelle façon gérer ces différentes eaux de pluie. Nous avons également regardé les surfaces des toits. Les couvreurs se sont penchés sur les différents matériaux parce que nous souhaitions savoir quelle était également la charge de pollution provenant des différentes surfaces. Il y avait très clairement un souhait que nous avons mis en œuvre, donc que les propriétaires, les maîtres d'ouvrage souhaitaient ne pas utiliser d'absorbants pour cette gestion. Donc, moins de matériel, moins de moins de coûts, mais il faut également avoir une approche à la source pour éviter cette pollution. C'est ce qui va se passer lors de la planification et de la mise en œuvre. C'est donc une occasion à ne pas manquer pour échanger, pour changer des choses, pour par exemple aussi changer la matérialisation des toitures ou d'autres aspects. Donc, nous avons constaté ici que la gestion est à pratiquement zéro. Il y avait également une restriction de rejet direct et nous avons également constaté qu'il y avait quelque chose à faire, notamment en termes de surface. Nous avons réalisé une étude de faisabilité qui nous permettait de regarder de plus près si cela fonctionne réellement. C'est un site très historique et quelles seraient les répercussions sur les bâtiments, sur les chemins et sur les surfaces. Il y a également, par exemple, un monument jardin ici. Et il s'agissait également avec le paysagiste de la ville verte Zurich de faire en sorte que la gestion de l'eau pluviale soit possible sans qu'elle ait de trop grandes répercussions sur l'ensemble de l'utilisation de ce site. Et nous avons constaté que cela fonctionne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en œuvre. Les paysagistes font des dessins un peu plus jolis et nous avons fait donc les différentes faisabilités. À droite, nous avons un bloc, donc c'est la caserne militaire. Nous avons déjà pris en compte le fait qu'il y a déjà des constructions qui étaient en train de commencer. C'est également un point qu'il fallait prendre en compte. Ici, je vous ai montré également une photo de l'époque. Ce n'est plus le même aspect aujourd'hui. Donc là, bien sûr, il y a énormément de construction. Et au moment où nous avons fait l'étude de faisabilité, la planification avait déjà été pratiquement aboutie pour ce bâtiment et la solution pour l'évacuation des eaux, des places et des toitures contenait des exigences et
Dans une phase 32, il a fallu donc apporter des modifications et faire un avant-projet pour les eaux pluviales et ensuite un projet de construction pour les eaux pluviales. Donc, il a fallu également modifier les surfaces des toits et nous avons constaté que le périmètre avec 1 mètre n'était pas suffisant pour faire cette gestion des eaux pluviales. En même temps, au cours de ce travail, les architectes avaient déjà planifié beaucoup plus en avance. Et là, nous avons dû rajouter une zone autour de la caserne et l'extension. Il a fallu faire une extension du périmètre à considérer pour ne pas créer des constructions dans cette caserne qui n'était plus compatible avec un concept global. C'était possible, c'était difficile pour tout le monde, mais nous avons réussi. Et finalement, nous avions donc un exemple classique, c'est-à-dire une gestion à la surface, mais également lorsqu'il y a déjà des constructions et lorsqu'il y a des zones protégées, c'est possible. Nous avons pu démontrer que c'est faisable. Cependant, je ne recommanderais pas de commencer aussi tard. C'est vraiment difficile pour tous les acteurs. Évidemment, les délais ne peuvent pas être respectés et lorsque je dois faire encore une gestion des eaux pluviales alors que j'ai prévu de l'évacuation, cela comporte beaucoup de complications. Par contre, il y a eu déjà certains aspects qui ont pu être clarifiés. Donc, toute une série de bases ont pu être prises en compte. Il y a également des gestions des eaux pluviales qui font partie du concours, un concours sur l'espace libre de la caserne. C'est donc une procédure qui est en cours et nous sommes vraiment curieux de savoir quel sera le résultat. Donc voilà, c'était simplement pour vous expliquer quelle est la façon d'intégrer cette gestion dans un site historique. Et Catherine va parler de l'espace routier. L'espace routier, nous l'avons déjà entendu, nous avons parlé de la pollution, c'est bien sûr pertinent dans l'espace routier. Là, nous avons des surfaces limitées, nous avons des exigences et des demandes diverses, non seulement pertinentes pour l'eau des pluies, mais pour la sécurité du trafic, etc. Ensuite, le commerce a également un droit d'accès. Il faut qu'il y ait l'accessibilité, il faut aménager le territoire souterrain. Il y a des questions sociales également, etc., etc. La pollution de l'eau de pluie dépend évidemment du volume de trafic, donc de l'utilisation. Ici, nous l'avons déjà entendu de la part de Sylvain, qu'il y a différentes classes de pollution en fonction de la pollution, si elle est faible, moyenne ou élevée. Cela aura également des répercussions sur la façon de gérer cette pollution. Est-ce qu'il faut faire un traitement ou non? Et cela dépend bien sûr de l'utilisation à la base, donc le volume de trafic. Ensuite, il y a d'autres critères qui font que cette classe de pollution est plus ou moins élevée. C'est bien sûr pertinent pour la protection des eaux souterraines parce que nous avons des toxines que nous souhaitons éviter dans la mesure du possible pour la vitalité des végétations, des arbres, etc. C'est également important de savoir si la pollution est faible, moyenne ou élevée. Tous ces défis, nous devons les relever. Il y a des surfaces limitées dans l'espace routier, évidemment. Donc, il est extrêmement important d'avoir une planification multifonctionnelle, de ne pas avoir des surfaces unidimensionnelles. Une surface, par exemple, qui serait considérée comme une surface de séjour ou de régénération et planifier cette surface comme une planification multifonctionnelle. Il s'agit donc d'aller plus loin que le périmètre
pour voir au-delà de la parcelle s'il y a une possibilité de gérer cette eau de pluie. Ou alors, peut-être qu'il y a la possibilité, notamment si nous plantons des arbres qui ont besoin de beaucoup d'eau, que les surfaces avoisinantes, par exemple les toits, permettent de diriger l'eau de ruissellement vers les arbres. Donc, les différents défis, bien sûr, qu'il faut avoir une coopération interdisciplinaire. Ce qui est extrêmement important, c'est d'impliquer les services spécialisés concernés à temps. Donc, ouvrir aussi l'éventail des possibilités suffisamment tôt. Finalement, il s'agit d'une pondération en fonction de l'objectif. Ce qui est extrêmement important, c'est de commencer très tôt. Car si on nous présente une solution qui ne tient pas compte de nos exigences, les discussions vont devenir beaucoup plus difficiles. En ce qui concerne la pollution de l'eau des pluies, il y a différentes façons de la gérer. Sylvain en a déjà parlé tout à l'heure. J'aimerais simplement mentionner quelques exemples de la façon dont ça peut être géré dans des projets concrets. Donc, à la base, il est bon d'essayer d'éviter la pollution ou de minimiser l'écoulement de cette pollution déjà à la source. Ensuite, il faut vérifier quelle est la pollution selon les surfaces. Donc, savoir d'où vient quel type d'eau et quel type de pollution et de décider s'il faut un traitement ou non. Donc, je vais parler des 4 points en utilisant des exemples. Donc, pour éviter la charge, la pollution dès le départ, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, adapter l'utilisation sur l'espace routier. On peut se demander, est-ce que cet espace routier est vraiment nécessaire pour le trafic routier ou est-ce qu'une route à 2 voies peut être transformée en une route à sens unique, par exemple? Ensuite, il est important de savoir également quels matériaux de surface soient utilisés et si ces surfaces sont compatibles. S'il y a par exemple des surfaces perméables, il faut en tenir compte. J'aimerais également montrer un exemple à Zurich, la Fellenbergstraße. C'est une route d'1 kilomètre de long qui aujourd'hui est limitée à 50 km/h. À l'avenir, elle sera limitée à 30 km/h, y compris pour les transports publics, en raison des bus qui doivent se croiser, mais en raison de la vitesse réduite, il y aura davantage de place qui sera disponible. Et cela nous donne beaucoup plus de possibilités de gérer ces pollutions qui sera beaucoup moindre. Donc, une grande partie est peu polluée et une partie au milieu est faiblement polluée, modérément polluée. Et il s'agissait de trouver des solutions séparées et de ne pas partir de cette exigence très limitante et de l'adapter et de l'élargir à l'ensemble du périmètre. Je vais vous en reparler tout de suite. Ensuite, minimiser l'écoulement, c'est-à-dire éviter le scellement, maximiser la désimperméabilisation, favoriser l'infiltration. Là, vous avez un exemple. C'est le site près du casino de Zurich. C'était une place qui était assez imperméable, qui a été rendue plus perméable et qui permet quand même d'avoir une zone asphaltée. Là, nous avons pas mal d'expérience. À Zurich, on teste beaucoup, notamment à droite, vous avez les différentes surfaces de test à Oerlikon qui essayent de tester la charge que ces surfaces supportent et aussi les différentes perméabilités des différentes surfaces. Et comme nous l'avons dit, il est important de gérer cette pollution de façon différenciée. Il faut analyser les surfaces
analyser le type de pollution et l'ampleur de la pollution en fonction de la surface. Là, nous avons un exemple d'analyse. C'est une étape très précoce de la planification qui n'est pas du tout définitive, mais c'est simplement pour vous donner une idée. Là, nous avons une zone à 30 km/h, nous avons des zones où la circulation croise, qu'on fasse réellement cette différenciation. Ce que je changerai ici encore, ce sont les surfaces de trottoir qu'il faudrait indiquer séparément parce que ces surfaces peuvent également être analysées de façon plus différenciée. Et cela permet vraiment de différencier l'utilisation et l'affectation et de gérer l'eau de pluie différemment. Passons à la question du traitement de l'eau de pluie. Le plus logique serait de passer par l'épuration naturelle, par infiltration via un passage à travers le sol, donc en fonction des exigences selon VSS-VSA. Là où ce n'est pas possible parce que la pollution est trop importante ou alors parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, la surface est vraiment trop petite en région très urbaine, on peut éventuellement utiliser des solutions techniques. Ici, nous avons un exemple, la Köchenrüttistraße à Zurich, où nous avons 4 zones différentes avec des inclinaisons différentes. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la zone 2 et 3 ont permis d'aller jusqu'à Z10, où il y a pratiquement zéro débit. Donc, l'ensemble du ruissellement termine dans les zones végétalisées, soit par la surface ou par le sous-sol. Ces zones sont liées les unes entre elles. Et dans la zone 4, nous n'avons pratiquement pas de rejet jusqu'à Z3 ou 4, je dirais, et seulement lorsqu'il y a énormément de pluie. Et là, nous gérons cette pluie en moyenne sur l'ensemble de la quantité de précipitations sur l'année. Ce qui est également important, c'est le sol et le sous-sol. Les tests l'ont montré qu'il n'y avait pas d'infiltration possible. Souvent, on nous dit, tant pis, on ne peut rien faire, mais on peut quand même regarder comment gérer ce problème. Nous avons travaillé avec la surface supérieure, là où les arbres peuvent encore absorber quelque chose. Et nous avons également fait une couche de drainage souterraine pour éviter que l'humidité s'accumule. Voilà. Et encore très brièvement, un mot sur les substrats. Les substrats pour les arbres. Lorsqu'il y a vraiment peu d'espace, en zone urbaine par exemple, si nous sommes dans un parc ou dans la forêt, c'est bien de laisser le sol dans son état naturel. Évidemment, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour l'arbre, mais s'il y a peu d'espace, les substrats pour arbres sont vraiment une alternative très utile parce qu'ils ont une capacité de rétention d'eau importante, notamment grâce au charbon végétal qui augmente cette capacité de rétention. En raison du volume des pores, il y a davantage d'échanges d'air, il y a des nutriments et donc, notamment en zone urbaine, c'est extrêmement important d'utiliser ces substrats pour arbres. Il y a énormément de documentation, surtout la RFA qui a eu lieu à Lausanne au mois d'avril, a également compiler des documents. Je vous indique donc volontiers cette information. Ensuite, à la FA Oust, on analyse depuis un certain temps différents substrats, aussi les différentes installations de traitement.
Et cela nous permet de savoir quelle est la rétention. C'est extrêmement important si nous souhaitons davantage gérer ces polluants dans l'espace routier sans passer par le ruissellement. Il est extrêmement important de connaître la capacité de rétention de ces différents substrats ou de ces différentes installations. Cela a montré que ces substrats, notamment à Zurich, le substrat 2.0 a une très bonne capacité de rétention et probablement nous attendons encore la prise de position officielle et écrite. Elle n'est pas encore publiée, mais très vraisemblablement, c'est un substrat arboré qui va pouvoir être utilisé, qui va être autorisé, notamment pour des eaux usées routières faiblement polluées et aussi pour l'utilisation dans les surfaces avoisinantes. Mais cette prise de position devrait avoir lieu d'ici le milieu de l'année prochaine. Donc, cette possibilité et cette autorisation nous donnent énormément de possibilités dans les routes de quartier parce que ce sont des surfaces importantes. Ne pas commencer à faire une ville éponge où c'est de toute façon très difficile, mais commencer là où nous avons des conditions qui le permettent plus facilement. Et j'aimerais passer au pronostic et quelles sont les perspectives. Que signifie une approche de bonne gestion des eaux pluviales et regarder ce qu'il nous faut encore, quelles sont les questions ouvertes. Et la première question que j'aimerais poser concerne ce changement de paradigme. Il y a beaucoup de professionnels ici et donc j'aimerais également poser la question dès le départ. Donc, de réfléchir tout de suite, de vous dire, voilà, là j'ai un air, j'ai les bâtiments avec beaucoup de possibilités de retenir de l'eau. Et où est-ce que j'ai besoin d'un scellement? Où est-ce que j'ai besoin d'imperméabiliser? Donc, il faut bien poser ces questions au début. Et je suis convaincue, et d'autres ont fait la même expérience. Cela nous permet finalement d'obtenir d'autres images, d'autres photos de ces aires. Voilà. Donc, dans certaines villes, on vous présente déjà l'avenir, je l'espère. Donc là, on va partir faire un petit crochet à Lucerne. Nous avons apporté la carte d'infiltration de la ville de Lucerne qui était mise en jour l'année dernière. Si vous connaissez cela, eh bien, c'est vrai que la carte d'infiltration, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas vraiment le sous-sol qui change, mais notre évaluation du sous-sol. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la surface, pas que le sous-sol. À Lucerne, nous avons eu voix au chapitre, nous avons pu animer les hydrogéologues parce qu'il n'y a plus seulement une carte d'infiltration, mais il y a une avec plusieurs couches, donc 0 à 1 mètre, 1 à 3, 3 à 5, donc pour des zones de profondeur différentes. Et à beaucoup d'endroits où à cause de danger de glissement ou situation en pente où on ne peut pas vraiment on peut pas faire la gestion de l'eau de pluie, au moins on peut intervenir à la surface. Nous avons lancé un autre projet avec la ville de Lucerne, un projet, enfin, on a reformulé ce qui est sur cette carte. Cette carte a deux avantages. Elle nous montre les chiffres, les quantités d'infiltration, parce qu'il a une légende, mais ce qui est important, c'est les chiffres. Ensuite, on ne va plus parler de la mauvaise infiltration, mais infiltration suffisante ou insuffisante. Souvent on dit mauvais,
Mais finalement, quand on fait de la gestion de l'eau pluviale, on est toujours dans une zone où beaucoup de choses sont possibles. Donc, je pense que c'est important. Il faut vraiment changer de terminologie parce que je pense qu'on peut réussir la gestion des eaux même à la surface. Il a eu un cas semblable à Mauer. Oui, juste aussi pour vous donner une idée comment on peut y arriver. À Mauer, on a aussi mis à jour la carte d'infiltration. Dans la carte de la gestion des eaux pluviales, là, on voit la cartographie selon les critères, les directives. Alors, quand on dit il n'y a pas de possibilité d'infiltration, on ne prévoit peut-être pas des installations en profondeur, mais à la surface, on devrait toujours viser un effet d'infiltration. Alors, Maur se trouve dans cette région que vous voyez ici sur la carte, la zone un peu la plus importante. Donc, vous voyez tout de suite, pas de possibilité d'infiltration. Et là, l'approche pragmatique consiste à élaborer une deuxième carte d'infiltration concernant le sol, donc uniquement en fonction de l'inclinaison, de la pente du terrain, donc jusqu'à 5 degrés de pente. C'est donc la performance ou l'infiltration d'un sol normal. Et plus vous avez de pente, moins il y a de l'infiltration. Et vous voyez pour ce même extrait que la gestion d'eau pluviale est quand même possible. Il n'y a pas de terrain en pente. On peut obtenir l'infiltration de l'eau de pluie et la gérer. C'est juste pour vous donner une deuxième idée. Comment aborder et comment manier les cartes d'infiltration. Dernier point. Mais en fait, Sylvain en a déjà parlé. Ces prochaines années, nous voudrions davantage nous intéresser aux substances qui sont dans l'eau pluviale. Nous sommes assez prudents avec la classification, donc les catégories moyennes, basses et hautes. Mais puisqu'on met en œuvre l'infrastructure bleu-verte, nous savons bien sûr que si nous avons une barrière, c'est-à-dire le sol, entre la source de la pollution et le cours d'eau, cela est une protection supplémentaire. Mais on sait aussi, à propos de la rétention d'eau, que ces substances, quelque part, resteront. Et notre génération va peut-être non seulement se demander quelle est l'ampleur de la gestion de l'eau pluviale, mais qu'est-ce qui est permis et comment faire si à un moment donné, ces installations ou ces eaux doivent être retraitées ou démolies. À quoi devons-nous nous attendre? Quelles substances devrions-nous gérer? C'est juste pour vous donner une perspective à la fin de mon exposé. Et nous avons préparé quelques messages, quelques leçons, mais je ne vais pas vous en donner lecture. J'espère que par notre exposé, nous allons faire comprendre qu'il faut faire de la gestion d'eau pluviale. Il faut comprendre l'eau pluviale comme une ressource. Vu le changement climatique, ce sujet gagne en importance. Mais en même temps, l'eau pluviale reste aussi des eaux usées et elle a des substances qui posent problème et sur lesquelles nous devons nous pencher. Si tu n'as rien à ajouter, Katharina, je vous remercie de votre attention et c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Un grand merci à Philippe et à Katharina pour cet exposé qui est très intéressant. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat, donc des questions concrètes qui touchent vos exemples. Je commence par une question qui s'adresse à Philippe. Dans l'exemple de l'ère de la caserne, quels étaient les défis majeurs pour faire coïncider ou plutôt pour coordonner les différentes disciplines, les différents domaines spécialisés? Bon, d'une part, je pense que nous avons un concept de drainage, l'étude de faisabilité a été lancée à temps, mais
Donc, pour la caserne militaire, le défi, c'était, donc pour ce qui est de la gestion des eaux, que nous devons toujours et encore expliquer notre projet, de quoi il retournait, pourquoi nous n'allions pas simplement poser des tuyaux, mais nous intéresser aux surfaces environnantes. On doit l'expliquer aux architectes et aux paysagistes. Et on doit pouvoir les convaincre, c'est la base de tout le projet. Nous avons compris qu'après les premiers entretiens, on comprend, on savait pourquoi on le faisait, on comprenait quand nous on disait non, ce n'est pas possible d'utiliser certains creux par du gravier. Et il faut simplement en parler pour convaincre, pour y arriver. Auprès de la caserne militaire, nous nous sommes vraiment intéressés aussi sur au comment, aux modalités. Ce type de projet, caserne militaire, englobe un vaste groupe d'acteurs qui sont intéressés et concernés. Il faut d'abord comprendre de qui il s'agit. Donc les autorités ou les services spécialisés de la ville et les différentes instances cantonales. Et on n'est peut-être déjà pas d'accord au niveau de la ville et on ajoute à cela les différentes institutions spécialisées des cantons qui ajoutent une autre perspective. Donc il faut parler et encore parler, convaincre, se réunir, essayer de trouver ou de déboucher sur un consensus. Et il faut oser et ne pas être gêné quand on réexplique la même chose pour la énième fois. Donc nous sommes en plein dans le sujet, la gestion de l'eau pluviale. Pour tous les autres, ce n'est pas leur pain quotidien. Il faut donc revenir à la charge, expliquer encore et encore. Merci de cette réponse et nous sommes heureux de voir que vous avez pu relever ce défi. Cela a marché. Luca aussi a posé une autre question qui la complète et qui va déjà dans le sens d'une autre question. Il a dit, il a demandé, est-ce qu'on a envisagé d'élargir le périmètre et d'inclure des surfaces imperméables supplémentaires, par exemple la toiture, la route, etc. Et une autre question qui va à peu près dans le même sens, quelles sont vos expériences dans le cas de gestion interparcellaire? C'est vrai que je me heurte à une résistance vive. Quelles sont vos expériences pour la caserne, cette ère-là, et aussi pour d'autres expériences? Je commence par la caserne. Nous n'avons pas dépassé le périmètre. Dans le cas ou dans le cadre du concept d'évacuation des surfaces, on essaie de faire comprendre qu'il faut vraiment songer aussi à l'évacuation en surface, le ruissellement. Et on a une vaste zone libre auprès de la caserne et cela, en quelque sorte, nous interpelle vraiment pour penser au-delà de la caserne pour peut-être activer des surfaces ou activer des chemins de ruissellement. On l'a abordé. Jusqu'à présent, on n'en a pas encore tenu compte dans la planification, mais ce n'est pas par faute de sensibilisation de notre part, mais je pense qu'on ne sait pas encore à quel endroit cette question doit être traitée. Et d'ailleurs, on est déjà bien avancé parce que la planification sont en cours depuis 10 ans. Maintenant, avoir fait intégrer du tout la planification des eaux pluviales était précieux et on va regarder plus tard comment s'y prendre pour le ruissellement de surface. D'ailleurs, l'air ne peut pas être construit à cause de la protection des sites classés. Donc, on peut peut-être trouver des solutions d'adaptation, peut-être pas cette année, mais dans quelques années. Je ne sais pas si Katerina veut parler de la gestion des eaux pluviales interparcellaires. Nous abordons le point face à plusieurs interlocuteurs. Cela reste difficile. Je comprends certaines résistances. Pour la VSA, on s'intéresse aussi à ces interrogations de base,
Mais il faut d'abord voir quelle est la place à utiliser pour cette gestion commune, où se trouve-t-elle, à qui appartient-elle. Il y a beaucoup de chantiers, de dossiers ouverts et nous devons commencer quelque part. Donc je comprends quand vous dites « je me heurte à une vive résistance ». En effet, c'est très complexe. Nous avons peu d'exemples et nous n'avons pas encore les pratiques qui ont fait leurs preuves, les good practices. Je ne sais pas quelles sont vos expériences. Moi, je dirais que nous aussi, enfin, comment dire, en fait, j'aimerais un peu revenir à la charge et demander quelles sont les réticences et les réserves. Est-ce que c'est sur la base de certaines craintes? Qui est responsable des dommages? Est-ce que ça va être compliqué? Mais encore, qu'est-ce que cela veut dire, compliqué? D'où viennent ces réserves? Ça sera important de creuser et de connaître le problème. Quand on réfléchit à temps, à une approche d'ensemble, au-delà des parcelles, et quand on montre la plus-value, donc on peut utiliser l'eau au-delà des frontières des parcelles. C'est peut-être même nécessaire parce qu'on a un besoin d'eau. Quand on s'intéresse à cet aspect-là à temps et quand vous communiquez, c'est certainement utile. Et je suis aussi curieuse de voir après les projets donc, de l'année prochaine, quand nous aurons des best practices. On nous a souvent parlé d'un exemple à Genève où on s'est simplement lancé, où on construit au-delà des frontières des parcelles. Après, voilà, on se demande après comment on trouve la solution. Dans ce domaine-là, je crois qu'il faut faire preuve de courage, il faut oser essayer. Voilà. Je trouve toujours très intéressant de vraiment creuser pour bien comprendre quel est le problème précis. Merci à Katharina et à Philippe. Je me permets de compléter. Nous sommes en train de formuler une recommandation pour la gestion des eaux pluviales interparcellaires, mais nous aussi, souvent, nous nous heurtons à des limites parce qu'au fond, personne ne sait vraiment comment s'y prendre. Notre objectif, c'est un peu de produire une recommandation qui ne va pas être la sagesse ultime, mais simplement l'état actuel de nos connaissances. Et il est possible qu'il y aura une mise à jour dans 4 ou 5 ans, quand tout le monde aurait réalisé des projets, mais il y aura donc des recommandations de notre part l'année suivante. J'aurais une dernière question à vous poser. Vous avez donc montré des exemples qui viennent des villes, de Zurich surtout. Ensuite, on a vu la carte Lucerne. Mais que pensez-vous? Est-ce que les communes plus petites font aussi quelque chose les prochaines 4-5 ans, ou est-ce que ce sont seulement les grands qui s'y intéressent? Si, les communes font beaucoup de choses depuis longtemps. Et on s'est demandé quelle a été l'évolution de ce thème chez nous, chez notre entreprise. Il y avait quelques petites communes courageuses qui ont dit, voilà, là il y a une révision d'une loi et ils nous ont vraiment soutenus. Ils se sont intéressés au sujet de la ville éponge. Et nous avons mis au point beaucoup de choses avec des petites communes et municipalités courageuses. Et je pense que ces communes réalisent des projets beaucoup plus vite parfois que les villes. Ce n'est pas pour critiquer les grandes villes. Là, la situation est plus complexe et souvent le monitoring requiert plus de temps. Souvent, c'est aussi la base de recherche, donc il faut les deux. Il faut simplement qu'il y ait un flux d'informations.
Oui, je suis d'accord. Il y a des petites communes ou des petites villes ou même des villages où le sujet ville-éponge et gestion des eaux de pluie est devenu d'actualité. Donc, ils se demandent ce que cela signifie pour les taxes aussi, comment faire en sorte que les propriétaires privés participent, que cela signifie-t-il pour mes rues, comment planifier. Et je constate que ça arrive de plus en plus, même dans des régions plus rurales. Nous ne sommes pas encore capables de parler de paysage éponge parce que le problème est beaucoup plus urgent dans la ville, dans les villes, en zone urbanisée, bien sûr, que le bas blessera également en campagne. Il y aura peut-être des situations de sécheresse ou il y aura des situations de ruissellement en surface avec une infrastructure qui est peut-être trop petite, où on peut faire quelque chose avec des infrastructures bleu-vert. Ce sont les sujets d'actualité. Mais le manque d'eau, donc le manque d'eau ou la gestion provient d'une question d'infrastructure et non pas d'une question d'adaptation au climat. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord. Katharina, est-ce que je pourrais te demander aussi de répondre à une question technique qui a été posée? Peut-être que tu pourras répondre à cette question par écrit, étant donné que le temps avance. Et ce faisant, je vous remercie beaucoup pour votre contribution et je remercie aussi de vos réponses. Je ne veux pas prolonger le séminaire. J'aimerais simplement faire une petite annonce. L'année prochaine, les webinaires vont continuer avec la traduction simultanée. Les dates vont être publiées au début de l'année en ligne. Et pour vous donner envie un petit peu, je vais vous montrer quelques sujets que nous envisageons. Il y aura certainement quelque chose sur les toits végétalisés multifonctionnels, donc en combinaison avec les installations PV et la gestion de l'eau en fonction des objectifs et des types de toiture. Nous allons certainement parler également des instruments de niveau supérieur, donc une sorte de checklist pour les eaux dans les quartiers durables. Et comme je l'ai déjà dit, nous allons également parler de végétalisation des façades. La gestion du ruissellement de surface sera également un sujet. Et il y aura également 3 webinaires pour les communes. Donc, il y aura certainement des retours d'expérience de différentes communes de toute la Suisse, non seulement de grandes, mais également de communes moyennes. Et finalement, vers la fin de l'année, nous allons également parler des résultats des différentes études de recherche sur la rétention de polluants, Katharina l'a déjà mentionné, mais également sur les voies d'écoulement préférentielles. Pour que vous n'ayez pas besoin de regarder sur la page web pour avoir les dates, vous pouvez également vous inscrire au newsletter. Cela vous permettra d'avoir des informations par newsletter. Et là également, nous allons organiser à l'automne en allemand une formation pour des personnes professionnelles, coordinateurs de ville éponge. Ce sera donc un cours de 5 jours hybride à Aarau et à Zurich. Vous voyez déjà les semaines visées. Le public ciblé, ce sont surtout des experts de la part du domaine de l'architecture, de la planification du territoire ou des directeurs de projet qui se voient comme coordonnateurs. Et donc, vous pouvez vous inscrire par le biais de notre site web. Bien sûr, cela permet d'approfondir les connaissances professionnelles. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, il y aura également un CAS ville éponge de la ZHAV. Et j'aimerais simplement remercier Stéphane Obanovic qui, plus ou moins,
pendant son temps libre, me soutient pour tous ces webinaires. Je pense que sans son soutien, cette série de webinaires n'aurait pas été possible cette année. Je vous remercie, vous toutes, vous tous. Merci de participer en direct, en live ou dans le suivi. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je me réjouis de vous revoir les uns et les autres, les unes et les autres lors d'un prochain webinaire. Très belle soirée et à l'année prochaine.